Bonjour, bonjour. Je me présente, je m'appelle Ardi Chaima. J'espère que vous allez très bien. On a différents médias dans lesquels vous pouvez nous écouter. Si vous nous écoutez sur notre podcast de Ardi Chaima Podcast, merci. Si vous nous écoutez de Facebook, si vous nous regardez de Facebook, merci encore. Ou de notre groupe Facebook Étudier et vivre aux États-Unis. Merci pour votre soutien. Nous sommes déjà à 1200 abonnés sur près de 2 mois sur le monde de création de notre groupe. Merci, 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 merci beaucoup. Et vous savez, dans ce groupe, c'est juste pour partager nos expériences ici aux États-Unis que peu de gens peuvent connaître parce qu'ils ne sont pas sur place ou parce qu'ils n'ont pas des amis déjà sur le territoire qui peuvent leur aider à comprendre l'expérience d'un immigrant noir africain sur le sol des États-Unis. Euh, je fais ce travail tout simplement parce que moi-même j'ai été immigrant et j'ai remarqué que il y a des difficultés très prononcées sur sur le séjour d'un immigrant aux États-Unis, les différentes connaissances qu'il doit acquérir pour pouvoir s'en sortir dans ce nouveau système, etc., etc. Pour moi, en fait, le l'immigrant africain n'est pas encadré. Il n'est pas encadré depuis le départ de son pays jusqu'à l'arrivée. Et une fois à l'arrivée, il est laissé à lui-même et on lui dit, écoute, tu vas te débrouiller, Dieu est au contrôle. J'entends cela beaucoup, mais j'ai aussi remarqué que lorsque l'on ne, l'on n'est pas accompagné, on fait beaucoup d'erreurs et ces erreurs nous empêchent à réaliser nos objectifs de la plus bonne des manières. Donc aujourd'hui, nous allons parler des réalités que font face les immigrants une fois qu'ils s'installent aux États-Unis. D'abord, je dirais que lorsqu'on parle des États-Unis, les États-Unis ont su se vendre. Ils ont su se vendre dans l'extérieur, dans l'extérieur et précisément dans le reste du monde parce que aujourd'hui, n'importe qui rêve de venir aux États-Unis à cause de des villes comme New York, Miami, Los Angeles, la musique, les films. Et si vous allez remarquer, les États-Unis se vendent à travers le divertissement. Quand je parle divertissement, je parle des films, je parle des séries télé, je parle de la musique. Quand je parle de la musique, je parle du rap. Je parle aussi du sport. Et quand je parle du sport, je parle de la NBA. Donc, les États-Unis nous captivent. Ils nous captivent et ils nous donnent envie de venir aux États-Unis goûter le rêve américain. Le rêve américain consiste à quoi? Le rêve américain consiste à voir la liberté de poursuivre ses rêves et de les achever. Et en même temps, lorsque tu achèves tes rêves-là, tu enjoy une prospérité financière. C'est ça le rêve américain pour beaucoup. Mais lorsque tu viens sur place, tu te rends compte que il y a des difficultés. Il y a des difficultés et il y a des barrières que l'on ne partage pas. On ne te partage pas lorsque tu viens. Moi, je me rappelle quand je faisais mes papiers, on me disait, oh Hardy, tu vas venir aux États-Unis, hein, ensuite tu vas travailler, et puis tu pourras payer tes études, ce qui était faux parce que lorsque j'arrive aux États-Unis, je me rends compte que je peux pas travailler parce que mon visa ne me permet pas de travailler. Je me rends compte que l'université est 2 fois plus chère que ce qu'on m'a dit. Mais je suis bloqué. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois payer. Arrivé un moment où je peux plus payer. Lorsque je peux plus payer, l'école me dit, bon, écoute, si tu peux plus payer, retourne dans ton pays. Et je me dis que si déjà il y a des personnes qui dépensent leur argent pour venir aux États-Unis, c'est pour, c'est pour, c'est pour achever quelque chose, achever un objectif. Et pour achever cet objectif, cela demande une certaine connaissance. Et nous sommes là pour partager cette connaissance-là. D'abord, pour commencer, je dirais que
Ce n'est pas parce que tu vis aux États-Unis que euh, tout va être facile. Parce que, premièrement, surtout les francophones, tu fais face à la langue, tu dois apprendre la langue. Certains s'en sortent très bien, d'autres ne s'en sortent pas du tout et sont obligés de prendre des, des programmes prolongés pour apprendre l'anglais. Et ces programmes-là, pour être honnête, certains sont bons, mais beaucoup ne sont pas de qualité. Et moi, par exemple, j'ai appris l'anglais. C'est vrai que j'ai été dans une école de langue, mais l'école de langue n'a pas été pour grand-chose dans mon apprentissage de la langue. Ce que j'ai eu à faire, c'est écouter beaucoup d'anglais. Quand je rentre à la maison après les cours d'anglais, je faisais beaucoup d'exercices, je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup, je parlais aux locaux. Et au fur et à mesure, lorsque tu es immersé dans cet univers-là, tu, tu commences à comprendre, à parler l'anglais de la manière dont tu devras le faire. Même si, pour beaucoup, à cause de ton accent, ils vont te demander de répéter. Pour d'autres, à cause de ton accent, ils vont penser que tu n'es pas intelligent, tu n'es, tu, tu es, voilà, tu es un moins que rien. Pour d'autres, tu es venu envahir leur pays. Et pour beaucoup, ils t'acceptent tel que tu es et ils essaient de t'aider. Et donc, je vais parler de la vie aux États-Unis. Là, je veux parler du début, en fait, l'école de langue et tout ça et la vie. On va parler de la vie. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont frustrés. Et j'ai parlé de la frustration là dans d'autres épisodes. Ils sont frustrés. Pourquoi? Parce que lorsque, lorsque ces immigrants arrivent à un certain âge, je dirais 35 ans, 40 ans, là, ils se rendent compte qu'ils doivent recommencer tout à zéro. Qu'est-ce que je veux dire par là? Recommencer tout à zéro, c'est trouver un petit boulot qui n'a rien à voir avec les boulots qu'ils faisaient au pays. Retourner à l'école pour avoir un diplôme ou une certification qui te permet d'accéder à un certain type de salaire. Et tout cela, c'est beaucoup de stress parce que, je prends un exemple, lorsqu'un immigrant vient aux États-Unis, il n'a pas l'éducation des États-Unis, il n'a pas l'expérience du travail des États-Unis. Donc, pour beaucoup de compagnies, on va dire d'employeurs, des compagnies, vous n'êtes pas un candidat intéressant parce que vous ne savez rien faire, vous ne connaissez pas la culture américaine, vous ne connaissez pas comment les choses se passent aux États-Unis. Donc, pour beaucoup d'immigrants, ils commencent au plus bas de l'échelle. Qu'est-ce que je veux dire par au plus bas de l'échelle? Lorsqu'ils viennent aux États-Unis, tous les boulots que les Américains ne veulent pas faire, ils le font. Ils seront maçons, ils seront laveurs de toilettes. Ici, les jobs que je décris, ce sont des jobs normaux où tu es en tenue, tu as un bureau, mais ton job est de laver les toilettes. C'est ce qui est étrange. Où tu seras un peintre ou encore un éboueur, celui qui vide les poubelles. Je ne dis pas que ces jobs sont mauvais, mais je dis que tu vas recevoir ces jobs par défaut parce que tu n'as pas l'expérience ni l'éducation américaine qui te permettra de rentrer directement dans la classe moyenne lorsque tu viens aux États-Unis en tant qu'immigrant. Donc tu commences au bas de l'échelle. Le problème qui est là, c'est que c'est quoi? Lorsque tu commences au bas de l'échelle, tu vas rencontrer des difficultés. Lorsque tu commences au bas de l'échelle, ces boulots-là ne sont pas bien payés. Et parce que ces boulots ne sont pas bien payés, le salaire que tu vas avoir ne te permettra pas de te trouver un appartement qui est approprié. Donc, pour la plupart d'entre nous, on va se retrouver dans des ghettos. On va se retrouver dans des ghettos parce que c'est le seul type de d'habitat euh, que l'on peut avoir avec notre salaire. Et lorsque on se retrouve dans le ghetto, il y a d'autres situations sociales qui vont être mis autour de vous parce que lorsque vous êtes autour du ghetto, vous êtes voué à la violence, au braquage, au vol, etc., etc., etc.
Et donc, lorsque vous êtes dans le ghetto, il va falloir, pour certains qui vivent au nord, c'est facile, ils n'ont pas besoin d'acheter des voitures, mais beaucoup qui vivent au sud, ils doivent avoir une voiture. Et vous devez acheter une voiture. Et pour acheter des voitures ici, on achète des voitures à crédit. C'est-à-dire que vous donnez au, à la personne qui vous vend la voiture une certaine somme en avance et vous payez le reste par mois. Et donc, dans votre salaire, vous aurez à payer le loyer, la voiture, l'assurance, par la suite l'électricité, Internet, votre téléphone et quoi d'autre? Et l'assurance de la voiture, c'est ce que j'ai déjà dit. Et les taxes aussi, parce qu'on paie les taxes. On paie les taxes. Et donc, parce que vous commencez déjà au bas de l'échelle et avec toutes ces dépenses que vous avez, il ne vous reste rien. Donc, pour la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est avoir un deuxième boulot. Si vous avez un deuxième boulot, vous n'allez pas avoir de congé. Vous allez travailler de lundi au dimanche et peut-être avoir un jour de libre durant le mois et peut-être même durant l'année. Pourquoi vous essayez d'avoir un deuxième boulot? Vous essayez d'avoir un deuxième boulot pour pouvoir épargner. Et quand je dis épargner, peut-être envoyer au pays, épargner pour retourner à l'école. Donc, vous êtes déjà mis dans une situation où on ne vous voit pas, vous travaillez tous les jours, mais ça prend du temps pour montrer les fruits de ce travail-là. Et ça crée une frustration parce que je vois beaucoup de personnes que je connais personnellement, ils travaillent, ils ont deux boulots, mais ils n'ont rien pour montrer qu'ils ont deux boulots. Et il y a des personnes en Afrique qui disent que oui, si moi je suis aux États-Unis, je vais réussir. Souvent, ça me fait rire parce que je me rends compte qu'ils ne se rendent pas compte du système qui existe aux États-Unis, des difficultés et des barrières qui existent aux États-Unis. Ce n'est pas, les États-Unis n'est pas une idée dans votre tête. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un pays avec des lois, des principes et une manière de faire. Si vous ne connaissez pas ces lois, ces principes et cette manière de faire, vous allez être bloqué, quelle que soit votre motivation, quel que soit ce que vous croyez. Et c'est pourquoi j'ai créé ce groupe Facebook Étudier et vivre aux États-Unis parce que je veux que l'Africain, l'immigrant lambda puisse être doté d'une connaissance qui va le permettre de naviguer dans le système parce que les États-Unis ont un système précis. Dans nos pays, nous n'avons pas de système, donc nous ne sommes pas habitués à naviguer d'une certaine manière. Et nous, ce que l'on fait comme erreur, c'est de penser que d'autres pays sont comme ça. Non, d'autres pays ne sont pas comme ça. Nous sommes parmi ces pays en voie de développement où il n'y a pas de système approprié. Donc, revenons sur l'immigrant lambda. Donc, l'immigrant lambda travaille de job. Il travaille de job pour s'en sortir. Et là, je prends l'immigrant lambda qui est venu avec des papiers. C'est-à-dire, il a joué la développerie, il a eu la green card, il est venu aux États-Unis. Lui, il pourra s'en sortir s'il fait les sacrifices nécessaires. Mais ces sacrifices nécessaires vont nécessiter 2, 3, 4 ans. Dans 2, 3, 4 ans, tu ne vis pas, tu n'enjoys pas la vie en fait. C'est-à-dire que tu ne sors pas trop, tu ne pars pas au cinéma, tu ne voyages pas. C'est seulement le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Et peut-être la troisième, quatrième année, tu as assez épargné pour pouvoir commencer une formation ou retourner à l'école pour obtenir un diplôme. Et là, maintenant, ce que tu vas faire, c'est avoir un boulot ou deux boulots ou maintenir tes deux boulots si tu peux et aller à l'école. Et par la suite, quand tu obtiens ton diplôme, tu vas devoir avoir ils appellent ça un internship, j'ai oublié le mot en français, mais c'est lorsque tu fais un stage dans une compagnie par rapport aux études que tu as fait. Et lorsque la compagnie t'aime, il te garde. S'il ne t'aime pas, tu pars chercher d'autres compagnies. Et ça prend du temps. Et donc, si tu arrives en 2023, ça va te prendre jusqu'en 2028, juste pour te situer. Et là, c'est lorsque tu as les papiers.
Mais lorsque tu viens aux États-Unis, en aventure, comme on dit, et tu n'as pas les papiers, ça devient difficile. Ça devient difficile et les choses empirent. Les choses empirent parce que pour avoir un boulot, tu peux pas avoir un vrai boulot, tu vas devoir avoir un boulot au noir. Et lorsque tu as un boulot au noir, on te paye moins. Et souvent, on te paye pas parce que tu es au noir. Et si on te paye pas, tu peux pas te plaindre parce que tu es un sans-papier, etc., etc., etc. Mais il y a certaines villes où, que tu aies les papiers ou pas, tu bénéficies d'une protection. Et là, je parle de New York, je parle de LA et d'autres villes du Nord, en fait. Mais la majorité des villes du Sud, moi, je suis à Dallas. Lorsque tu n'as pas les papiers, tu le sens, en fait. Tu le sens vraiment parce que tu travailles. Tu peux avoir même 3 boulots, mais tu ne t'en sors pas. Parce que les gars savent que lorsque tu n'as pas de boulot, lorsque tu n'as pas de papier, tu as besoin d'un boulot. Donc, ils vont te donner un salaire minable. Et ça, c'est une réalité qu'on te dit pas. Là, je parle des gens qui veulent s'aventurer. Vous n'avez pas vos papiers, vous venez aux États-Unis pour tenter votre chance. Les choses seront plus difficiles lorsque vous venez aux États-Unis pour tenter votre chance parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez vos papiers. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous en sortir. Moi, je connais quelqu'un, il a fait 15 ans aux États-Unis. Il n'a pas les papiers, il s'en sort pas. Il n'arrive pas à aller voir sa famille au pays. Il est là. Il est là. Il est là. Il se débrouille, mais pas assez pour avoir une vie normale. Et je me dis que tellement que l'Amérique s'est vendue, on pense que le rêve américain, c'est pour tout le monde. Le rêve américain, c'est pas pour tout le monde et c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de venir aux États-Unis pour être heureux, pour accomplir vos rêves. Choisissez un environnement qui est bien pour vous. Un environnement qui vous donne des opportunités de vous développer. Un environnement qui vous donne des opportunités pour avancer. Et quelquefois, c'est pas les États-Unis. Et aujourd'hui, on parle des États-Unis comme si c'est ce pays-là où tous les rêves se réalisent. Non. Les États-Unis ont un côté qu'ils ne veulent pas montrer et qui ont souvent honte de montrer, qui est le racisme et le préjudice. Le racisme envers les Noirs, le racisme envers les minorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis ont travaillé pour diminuer les effets du racisme dans certaines partie de la population, mais le racisme est toujours là. Le racisme où il y a des gens qui te maltraitent, on appelle ça micro-agression. Ils ne t'agressent pas verbalement, mais ils lancent des, des phrases qui, qui insinuent un certain racisme. Par exemple, ils vont te dire, oh, en Afrique, tu vis dans un arbre. Oh, est-ce qu'en Afrique, vous partez à l'école? Est-ce qu'en Afrique, vous lavez? Est-ce que, ou il va faire des remarques étranges, où il va dire que, euh, par exemple, tu fais une erreur. Tu fais une erreur et tu fais partie de la minorité, tu fais une erreur. Lorsque tu fais cette erreur, tu seras jugé par rapport à cette erreur-là. On va dire que non, si, comment tu peux faire cette erreur-là, tu es censé tout savoir. En fait, sûrement, tu n'es pas intelligent. Mais lorsque quelqu'un d'autre va faire cette erreur-là, on va dire oui, ça arrive, c'est l'apprentissage, il va s'améliorer. Donc, quand c'est toi, tu n'es pas qualifié et tu ne comprendras pas parce que tu as fait cette erreur. Quand c'est un autre, il va apprendre. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Il est parmi nos meilleurs candidats. Et quelquefois, ce type de traitement existe dans le milieu du travail. Vous savez très bien que vous avez besoin d'un boulot, d'un salaire. Autant pour moi, vous avez besoin d'un salaire.
Le salaire vient d'un boulot et ce boulot vient d'une compagnie. Et cette compagnie, le plus souvent, est à majorité, euh, voilà, que vous connaissez, la majorité blanche. Donc, si cette majorité blanche n'est pas habituée à avoir un Africain, à avoir quelqu'un qui vient de la minorité, ils ne sauront pas comment échanger avec cette personne, ils ne sauront pas comment parler à cette personne et ça peut créer un environnement hostile pour cet immigrant-là, où ils ne se sentent pas appréciés, ils ne se sentent pas compris, ils ne se sentent pas acceptés. Et même là, ça peut créer encore un problème chez l'immigrant parce il peut développer un complexe d'infériorité. Et s'il développe ce complexe d'infériorité, ça risque de toucher sa productivité. Il ne se donnera pas à fond dans les différentes tâches de boulot qu'on lui a données et parce qu'il ne se donnera pas à fond, cet environnement va faire ce qu'on appelle euh, euh, self-fulfillment prophecy. Ça veut dire que on vous traite comme un bête et vous devenez bête. On appelle ça en fait, comme on vous traite, vous devenez. Et quelquefois, l'immigrant rentre dans cette optique-là où on le traite comme un moins que rien et parce que ça l'affecte dans son amour propre, il ne fait pas des efforts et il reflète les raisons pour lesquelles on l'a traité d'abord comme ça. Et on voit beaucoup de cas où il y a des minorités qui sont maltraitées et ils ne performent plus bien et souvent ils sont virés ou souvent ils changent de compagnie. Mais ce type de traitement, lorsque vous recevez ce type de traitement constamment, cela peut développer de la dépression, le stress et des maladies psychologiques et mentales que tu ne connaissais pas lorsque tu étais chez toi. Et ce sont des réalités parce que j'ai des amis et moi-même j'ai vécu ça où parce que j'étais immigrant, parce que j'étais noir, on pensait que je ne réfléchissais pas. On pensait que j'étais paresseux. On pensait beaucoup de choses, mais on ne me regardait pas directement. On s'imaginait des choses par rapport à moi. Et c'est au fur et à mesure que, lorsque je suis resté avec eux, je me suis montré, je me suis prouvé qu'ils m'ont accepté. Mais pour beaucoup, on les accepte et après, après ils se prouvent. Mais nous, les minorités, nous avons toujours tendance, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, nous avons tendance à nous prouver et endurer certains comportements juste pour se faire de l'argent. Juste pour se faire de l'argent. Et c'est très difficile de d'évoluer comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de minorités qui préfèrent créer leur propre entreprise, ils préfèrent créer leur propre activité parce que ils ne veulent pas deal avec ce genre de choses chaque jour. Parce que ça devient un problème. Et ce problème n'est pas toujours bien adressé dans le corporate America. Corporate America, c'est les grands business. Ils ont du mal à régler ce problème de racisme dans le milieu du travail. Parce que le racisme ne peut qu'expliquer que par celui sur qui il est pratiqué. Mais si quelqu'un n'est pas familier avec le racisme, comment va-t-il l'éradiquer? C'est une question qu'on doit se poser parce que lorsque je regarde la plupart des compagnies avec leur policy c'est leur politique pour lutter contre le racisme. Ces politiques-là ne sont pas efficaces. Elles ne sont pas efficaces. Et il n'y a pas de training qui permet à tous les membres du management, à tous les membres du staff, de recevoir un training où ils apprennent à accepter
les différences de leurs coworkers, les différences de leurs coéquipiers de travail. Il n'y a pas ce genre de training-là. Le genre de training qu'ils donnent, c'est peut-être quelques phrases où ils te disent que oui, notre compagnie ne tolère pas le racisme, bla bla bla, etc., etc. Mais il n'y a pas du training en tant que tel pour préparer le management, pour préparer le staff à adopter des comportements nécessaires pour que les personnes minoritaires ou les personnes qui sont sujets au racisme puissent se sentir bien. Il n'y a pas ce côté proactif du côté des entreprises. Ils sont très passifs là-dessus. Et à cause de ça, quelquefois, le corporate America, qui représente les grands business aux États-Unis, développe des, des, euh, des, des environnements hostiles pour les Noirs américains. Je vais partager, pour ceux qui regardent la vidéo, je vais partager un article qui parle des employés à Tesla qui se sont plaints pour discrimination raciale. Donc, donnez-moi un instant, je cherche ça rapidement. Parce que quand je parle comme ça, les gens vont penser que oui, Hardy, tu es un peu trop jugemental. Là, même en ce moment, je vais partager l'écran, comme ça on va regarder ça ensemble. Ah, je vais partager l'écran. Ok, screen. Entire screen, right? Ok. Voilà, on va regarder un article de CNN. Ici, ils disent quoi? Le N-word. Le N-word, vous savez, c'est le mot que on utilise lorsqu'on veut décrire un noir, lorsqu'on décrivait un noir durant la période de l'esclavage. Je ne vais pas dire c'est ici parce que je veux pas que ma vidéo soit censurée. Donc, ils disent ici le N-word et des provocations racistes. Donc, ils disent ici que Tesla accepte le racisme dans ses usines. Ça, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement, donc, les États-Unis d'Amérique ont porté plainte à Tesla à cause de son racisme. C'est pour vous dire que l'affaire est sérieuse. Donc, en même temps, je vais lire en anglais, mais je vais traduire en français pour aider ceux qui ne comprennent pas. Donc, ici, ils disent que the United States Government Equal Employment Opportunity Commission sued Tesla Thursday, alleging the automaker allowed repeated and over display of racism to a black employee. OK. Donc, en Californie, qui n'est pas le sud des États-Unis. Je dois préciser parce que pour beaucoup, ils pensent que le racisme n'est basé qu'au sud des États-Unis et qu'au nord tout va bien. Mais là, on est en Californie. Et ici, ils disent que il y a une agence de gouvernement qui s'occupe de faire en sorte que les compagnies puissent bien se comporter. Donc, Tesla, ils ont sous Tesla, ils ont porté plainte. Quand je dis sous, c'est porté plainte. Ils ont sous Tesla parce que euh, euh, dans l'usine en Californie, il y a des gens qui ont montré un comportement raciste envers leurs employés. Donc, dans cet article, ils disent qu'il y avait des insultes racistes étaient souvent utilisées par des employés qui n'étaient pas noirs envers des employés noirs. Donc, il y a
dans la plainte, ils disent ici qu'il y avait des personnes qui étaient blanches qui utilisaient le N-word tous les jours. Donc ici, ils disent que toujours dans la plainte, ils disent que il y avait des racistes, il y avait des bons racistes, des menaces racistes, inclus euh, des, des menaces de mort écrites dans, euh, dans les toilettes WC et des graffitis racistes qui étaient écrits sur des voitures, vous voyez en fait, lorsque vous êtes dans une usine de voitures, ils sont mis sur une rail comme ça et ces rails-là font avancer les voitures. Donc ils disent en fait là qu'il y avait des graffitis racistes qui étaient écrits sur les voitures qui étaient en production. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est CNN. Et là, je ne parle que de Tesla. Et Tesla, c'est cette voiture qui est électrique, qui est connue dans le monde entier. Et Tesla a été créé par un Sud-Africain qui s'appelle Elon Musk. C'est pour vous dire que ce dont je vous ai parlé, c'est vrai. Mais parce que beaucoup de gens font semblant de ne pas vouloir parler des choses, vous n'allez pas connaître ce genre de choses parce que cet article est en anglais et nous sommes francophones. Donc, pour avoir cet article, il va falloir s'intéresser à ce genre de sujet. Mais c'est pourquoi je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous apporter cette lumière-là. Ils disent ici que ce n'est pas la première fois que il y a eu ce genre de lawsuit. C'est pas la première fois qu'il a eu ce genre de plainte. Donc, ils disent ici que Black employee will complain to supervisor about the behavior. OK. Donc, les employés qui complaignaient envers leur superviseur par rapport à ce genre de comportement, lorsqu'ils se complaignaient, les managers les punissaient. C'est ce qu'ils disent ici. Donc, comment ils les punissaient? C'était en leur donnant des jobs qui n'étaient pas plaisants. C'était en changeant leur emploi du temps et même en, en les virant. Donc, ils les viraient, changeaient d'emploi du temps et ils leur donnaient des jobs qui n'étaient pas plaisants. Et c'est quelque chose de immonde. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023 et ce genre de choses se passe aux États-Unis. Ça se posait la question, est-ce que les États-Unis vont changer un jour? Je ne sais pas. Seul Dieu sait. Donc, it further charges the racial misconduct was frequent, ongoing, inappropriate, and welcome and current across all shift department position. Oh wow. Ici, ils disent que les comportements, on dit un comportement, donc ces comportements qui étaient à caractère racial étaient fréquents, inappropriés, n'étaient pas la bienvenue et se passaient dans tous les shifts. Les shifts ici c'est quoi? Les shifts, c'est aux États-Unis, il y a trois shifts. Il y a le shift de la journée, le shift de l'après-midi et le shift de la nuit. Ce qu'on appelle shift. Donc, il disait que ce genre de comportement était présent dans tous les shifts, dans tous les départements et dans toutes les positions. Et ici, on parle bien que ce n'est pas la première fois que Tesla fait face à ce genre de plainte pour, comportement racial dans l'usine de Fremont en Californie. Il dit ici, earlier this year, c'est plutôt cette année. Tesla avait été euh, condamné à payer 3 millions de dollars
toujours pour civil suits, toujours pour, pour une plainte qui avait été déposée par un noir. Il y avait un opérateur noir qui s'occupait des ascenseurs. Donc, ce noir disait qu'il était toujours sujet à des fréquents abus raciaux. Donc, il a porté plainte. D'abord, il avait gagné pour 137 millions de dollars, mais le juge avait dit que c'était excessif. Le juge lui a donné 3 millions de dollars. Donc, je continue. Excusez-moi parce que je dois lire en anglais et puis parler en français. Shortly before the California state suit was filed last year, Tesla published a blog post denying such allegation. Donc, euh, après que après le suit, excusez-moi, je vais utiliser le français et l'anglais en même temps. Le suit, j'ai encore rappelé le suit, c'est la plainte. Donc, après le suit de l'année passée, Tesla a publié un post. Tesla dit quoi? Tesla a toujours discipliné et euh, terminé. Terminé, c'est licencié. Donc, Tesla a toujours discipliné et licencié les employés qui s'engagent euh, dans le misconduct. Misconduct, c'est quoi? Misconduct, c'est dans des comportements inappropriés. Et ça inclut insultes raciales dans de différentes manières. Donc, je vais terminer l'article. According to the EU suit, the behavior started in 2015 but has continued to the present. It does not present any value to compare to the schedule allegation. To study and provide a plan of action. Ok. Donc, ce comportement a commencé depuis 2015. Donc, l'agence qui s'occupe de l'agence gouvernementale qui s'occupe de ce genre de problèmes a voulu parler ouvertement à Tesla et que Tesla puisse montrer un plan d'action pour pouvoir éradiquer ce problème. Mais Tesla n'a pas montré de plan d'action pour éradiquer ce problème-là. Et CNN a essayé de contacter Tesla, mais Tesla n'a pas répondu. Tesla n'a pas répondu. Donc, comme je disais, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de vrai. Discrimination dans le milieu du travail. Et prochainement, je vais amener une jeune fille qui est africaine et on va parler de son expérience dans le domaine du travail aux États-Unis, quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées et peut-être elle va nous donner des conseils sur comment gérer ce genre de situation. Moi, personnellement, j'ai eu à faire face à ce type de problème dans deux compagnies différentes. Une, c'était une compagnie qui s'occupait, c'était en fait un supermarché. L'autre, c'était une compagnie technologique. Lorsque je travaillais au supermarché, j'étais toujours celui qui faisait le plus de travail et qui recevait le moins d'aide. Je me rappelle une fois, durant mon shift, je travaillais la journée, mes collègues n'étaient pas présents. Et je devais faire le travail de 4 personnes. Et lorsque j'ai fait le travail de 4 personnes, personne n'est venu m'aider. Parce que d'habitude, lorsque les personnes manquent, on te demande de venir couvrir, on te demande de venir aider les personnes qui sont dans ce département-là. J'étais dans le département des fruits et légumes.
Je n'ai pas eu d'aide de 7 heures à 14 heures. Je n'ai pas eu d'aide. J'ai commencé à avoir de l'aide vers 15 heures. Et à l'époque, je savais pas quoi faire. J'étais jeune, c'était mon premier boulot. Je savais pas comment process, je savais pas comment penser à cette situation-là. Je savais pas quoi faire. Tout simplement parce que, comme je disais, on vient d'endroits où on ne connaît pas comment le préjudice, le racisme fonctionne, on entend parler, mais quand c'est nous qui vivons cela, on a du mal à identifier ça parce qu'on ne sait pas si c'est juste un comportement parce que notre patron ne nous aime pas, notre manager ne nous aime pas, ou c'est purement du racisme, ou peut-être je ne fais pas bien mon boulot. Donc c'est très difficile pour un immigrant lambda de saisir ce qui se passe. Ça vient avec du temps. Lorsque ça vient avec du temps, on reconnaît que oui, ça, j'étais victime de préjudice, victime de racisme, etc., etc. Et par la suite, dans cette compagnie technologique-là, euh, c'était un peu plus subtil. Subtil parce que j'ai remarqué ça avec moi et aussi avec d'autres employés noirs. Euh, on nous faisait travailler le plus. On nous faisait travailler le plus et je me rappelle, j'étais temporaire parce que dans la compagnie, il y avait temporaire et puis il y avait permanent. Et moi, j'étais temporaire. À chaque fois, j'ai fait un an temporaire. Alors que les gens qui ont commencé en même temps que moi ont été devenus permanents 6, 7 mois, 8 mois. Et à chaque fois que je partais parler à mon manager, je lui disais pourquoi je suis temporaire. Il me disait non, ça prend du temps. Il y avait toujours des excuses. Et je vais dire ça ici que pour beaucoup, lorsque vous allez vous plaindre, ils auront toujours des excuses. Et c'est pourquoi, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayez de parler à quelqu'un d'autre hors de la compagnie. Essayez de voir si c'est quelque chose que vous pouvez aller en justice. Là, je vous le dis clairement. C'est de voir si c'est quelque chose que vous pouvez aller en justice. Si vous pouvez aller en justice, allez-y. Parce que lorsque vous allez parler au manager qui vous traite comme ça ou lorsque vous allez parler aux employés, la première réaction de ces compagnies-là, c'est de se protéger. Donc, ils vont se protéger en disant quoi? Que non, en fait, tu n'es pas un bon travailleur, en fait, tu es paresseux, en fait, tu n'es pas quelqu'un, autre team player, tu n'es pas quelqu'un qui aime travailler avec les autres. Ils vont d'abord essayer de deflect, ils vont d'abord essayer de changer la perspective en disant en fait que, en fait, il n'y a pas de racisme, c'est toi qui es mauvais employé. Ça, c'est la première tactique qu'ils vont faire. Il n'y a pas de racisme, c'est toi qui es le problème. Et lorsque tu te plains, ils vont maintenant essayer de t'écarter au fur et à mesure du système. En quoi faisant? Ils vont te donner, ils vont d'abord essayer de te changer de shift. Ils vont essayer de te changer d'emploi du temps. Ils vont essayer de te donner des boulots qui sont très difficiles que tu n'aimes pas ou où tu as des difficultés à le faire. Par la suite, ils voient que tu es toujours présent. Ils vont essayer euh, de te, de te surveiller. C'est-à-dire que chaque petite erreur que tu vas faire, chaque petite erreur que tu vas faire, ils vont le reporter. Par exemple, si vous travaillez dans des usines, dans des compagnies, c'est pas tout le monde qui suit à la lettre les procédures. Il y a d'autres qui, qui omettent de faire certaines choses parce qu'ils se disent que bon, ok, ça n'a pas d'impact sur la qualité de ce que je fais. Mais si vous faites la même chose que les autres, vous serez pointé du doigt. Vous serez une proie facile. Et parce que vous ne respectez pas des petits, des petits trucs de procédure, ils vont vous regarder à la loupe. Si, par exemple, vous partez à votre pause et vous revenez 2 minutes en retard, on va écrire, il est revenu 2 minutes en retard. On va t'amener, on va vraiment te faire du problème. Donc, souvent,
je vous le dis clairement, ces compagnies-là ne vont pas essayer de vous aider parce que leur but, c'est de se protéger. Ce n'est pas de vous aider, mais c'est de se protéger. Et lorsqu'ils se protègent, ils ont tendance maintenant à faire une certaine vengeance sur vous, à vous maltraiter encore. Et certains arrêtent le boulot, d'autres continuent, d'autres vont jusqu'à aller porter plainte. Mais maintenant, lorsque vous êtes victime de ce genre de situation, ce que je vous demande, c'est de garder votre calme, essayez de trouver un autre boulot. Et si vous avez trouvé un autre boulot, essayez de voir si vous avez un cas. Si vous avez un cas, partez parler à un avocat et réglez ce problème-là. Et comme je vous ai dit, c'est juste un article que j'ai fait sortir, mais il y a beaucoup d'articles comme ça sur beaucoup de compagnies. Microsoft, Oracle, toutes ces compagnies-là que nous on respecte, acceptent ce genre de comportement parce qu'ils n'ont pas un programme spécifique qui combat le racisme dans le milieu du travail, tout simplement parce que le racisme n'est que vécu que par une minorité, donc ça ne les affecte pas vraiment et souvent ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que comme j'ai dit, c'est subtil. Celui qui reçoit ce type de racisme, souvent certains sont très explicites, on t'insulte, mais d'autres c'est subtil. Donc c'est très difficile de déceler que oui, en fait, ils me maltraitent à cause de ça. Donc, c'est vraiment compliqué de venir aux États-Unis, de faire une vie et de se dire que oui, voilà, j'ai réussi, etc., etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, merci. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent voir la vidéo est disponible sur Spotify. La vidéo sera disponible sur le groupe Étudier et vivre aux États-Unis. Et pour ceux qui veulent juste écouter, vous n'avez rien manqué parce que j'ai partagé l'écran, mais en même temps, je lisais l'article. Vous n'avez rien manqué. Continuez à nous écouter sur The Hardy Scheimer Podcast, disponible sur Spotify, Apple Podcast, et partout où vous écoutez de la musique et partout où vous écoutez votre podcast. Merci. Je suis votre autre Hardy Scheimer. À bientôt.